Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, le mystère de la momie. Pour ce podcast inédit, je vous emmène aux États-Unis, et plus précisément à Jericho, dans l'État de New York. Le 2 septembre 1999, un vieux baril rouillé est trouvé dans le vide sanitaire d'une maison à vendre. À l'intérieur, le corps momifié d'une femme enceinte, manifestement tuée à coups de marteau. Avec pour seul indice un carnet d'adresses dans un sac à main, la police parviendra-t-elle à résoudre ce crime mystérieux ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Jericho, une petite commune de 13 000 habitants. Une ville, en apparence sans histoire, située au nord de Long Island. C'est ici que travaille Brian Parpen. Il est inspecteur à la brigade criminelle du comté de Nassau depuis 11 ans. Ce jour-là, quand le téléphone sonne, il ne sait pas encore que cet appel va bouleverser le cours de sa carrière. Allô, inspecteur Parpen ? L'homme qui m'a appelé pensait avoir découvert un cadavre. Sur le coup, ça m'a un peu étonné. Soit c'est un cadavre, soit c'en est pas un. Parpen se rend aussitôt sur les lieux. Son supérieur, Robert Edwards, est déjà sur place. Il interroge le propriétaire à propos d'un fût en métal suspect retrouvé sous la maison. Je vous assure que je ne sais vraiment pas d'où il vient. L'homme explique à l'inspecteur qu'il vient de vendre la maison et qu'il nettoyait les lieux quand il a remarqué un fût. Des déménageurs l'ont sorti. Ils ont retiré le couvercle, ont regardé à l'intérieur et ont immédiatement appelé la police. Le fût est rouillé, il est recouvert d'inscriptions et il paraît vieux. À voir son état, il se trouve là depuis plusieurs années. Je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi atroce. Pourtant, je travaille sur des meurtres tous les jours et j'ai croisé la route de pas mal de cadavres. Il y a une chaussure et la tête d'une femme. On savait qu'il s'agissait d'un homicide parce qu'il aurait été impossible pour la victime de fermer le fût une fois à l'intérieur. À l'arrière de la maison, il y avait un petit escalier en béton qui menait à la porte de derrière. Et c'est derrière l'escalier en béton qu'il a découvert le baril. La police scientifique arrive sur les lieux pour commencer les prélèvements dans toute la propriété. Ce jour-là, ils ont pris plusieurs photos du fût. Ils ont également pris des photos des inscriptions qui se trouvaient dessus. Ils ont ensuite examiné la structure du fût. Le fait qu'il ait déjà été manipulé par différentes personnes, par le vendeur, le nouveau propriétaire et par l'agent immobilier qui les assistait, tout ça rendait inutile la prise d'empreintes digitales. C'est le baril lui-même et son contenu qui constitueraient la preuve. Quelques heures plus tard, le fût est amené à l'Institut médico-légal pour être analysé. Et voilà. Ce qu'on a d'abord remarqué, c'était que le fût était rempli de petites billes. C'est du plastique. Après des heures de fouilles minutieuses, Allons-y. le corps d'une femme est enfin dégagé. Et son état surprend les enquêteurs. On avait devant nous non pas un squelette, mais un corps qui, au fil du temps, s'était momifié. On a pu voir qu'il s'agissait d'une femme grâce à ses longs cheveux noirs. Ils lui descendaient sous les épaules et elle était très menue. Elle devait avoir entre 25 et 35 ans quand elle est décédée.
2 de ses dents de devant étaient recouvertes d'un inlay en or. Et le médecin légiste nous a dit que ce n'était pas courant aux États-Unis. Mais ça l'est en Amérique centrale. Il suppose donc que la victime vient de là-bas. L'arrière de son crâne présentait de graves blessures. D'après ce qu'on pouvait voir, elles avaient été causées par un objet contondant, comme un marteau par exemple. Elle avait reçu 6 ou 7 coups à l'arrière de la tête. Je ne suis pas spécialiste, mais déjà à l'époque, sa tenue était passée de mode. Les vêtements qu'elle portait semblaient avoir une bonne vingtaine d'années. Le décès de la victime pourrait donc remonter à la fin des années 70. L'autopsie du corps permet aussi de découvrir une information capitale pour la suite de l'enquête. Inspecteur, cette femme était enceinte et presque à terme. Elle était enceinte de 8 ou 9 mois. Alors on a tout de suite supposé que le meurtre avait été commis par un petit ami qui aurait appris sa grossesse et qui n'aurait pas voulu de bébé. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur le baril rouillé, dans l'espoir d'y trouver des indices. Tout au fond du fût, on a découvert une sorte de liquide vert et visqueux. D'après le médecin légiste, il s'agissait de fluide corporel mélangé à un colorant. Mais autre chose attire leur attention. Il y a un sac à main. Regardons ça. Il ne contient ni permis de conduire, ni pièce d'identité. Par contre, il y a un carnet d'adresses. Vous pouvez l'envoyer à la scientifique ? Bien sûr. Merci. Tout au fond du baril, ils font une autre découverte. Une feuille artificielle de la même couleur que le liquide. Ce sont pour l'instant les seuls éléments dont disposent les enquêteurs pour tenter de résoudre leur affaire. De retour au bureau, Parpaine épluche les disparitions impliquant les femmes d'Amérique centrale, survenues il y a 20 ans. Mais aucun profil ne correspond. Lorsqu'on enquête sur un meurtre, on commence par se renseigner sur la victime, sur les personnes qu'elle fréquentait, sur ses habitudes. Mais là, on ne savait pas qui était la victime. N'ayant aucune autre piste, les enquêteurs décident de se concentrer sur la maison de Jericho, où le corps a été découvert. Dis-moi, j'ai besoin de ton avis sur la maison. En 30 ans, elle a eu 4 propriétaires différents. Je dois tous les interroger ? Essaye de te renseigner sur eux. Les 2 hommes apprennent que la maison date de 1959. Avant l'homme qui a découvert le corps, 3 familles y ont résidé. Toutes sont plutôt aisées, avec des enfants et un casier judiciaire vierge. Pour Parpaine, ça ne colle pas. Il me semblait peu probable qu'un des propriétaires ait laissé un corps sous la maison pendant aussi longtemps. Depuis le début de l'enquête, l'inspecteur Parpaine a l'intime conviction que la clé de l'énigme se trouve à l'intérieur du baril. Alors il reprend son examen minutieux. Et sa persévérance finit par payer. En bas du fût, il y avait écrit RIM, New Jersey. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait du fabricant de barils. L'inspecteur se rend immédiatement à l'usine du New Jersey. Vous pouvez me dire ce que ces numéros signifient ? Bien sûr. C'est la loi qui nous oblige à inscrire ces numéros. La plupart de ces fûts contiennent des produits chimiques toxiques. Alors ça nous permet de les localiser. Un peu comme avec une plaque d'immatriculation. Le 55 correspond au nombre de gallons. Le 3 au calibre de l'acier et le 363 signifie qu'il a été fabriqué en mars 1963. Et cette vignette verte, vous savez ce qu'elle signifie ? C'est un fabricant de produits chimiques à qui on fournissait les barils pour qu'ils stockent leurs produits. Parpaine apprend aussi que la société en question a été rachetée en 1970. Il contacte les nouveaux patrons pour tenter de découvrir ce que contenait le fût. C'est un colorant qu'on appelle halogène vert.
Les employés ont été très aimables. Et ils m'ont expliqué que ce colorant n'existait plus depuis 1970, qu'il n'avait plus été produit après cette date. Et ces perles en plastique, ça vous dit quelque chose? Oui, on s'en sert pour les moulages par injection. Elles sont petites. Oui. Ça leur permet de fondre plus facilement. On les utilise pour fabriquer des petits soldats, des chaises ou des fleurs en plastique. Quand vous dites fleurs en plastique, vous voulez parler de ça? Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Merci pour votre aide. Y a pas de quoi. Bonne journée. Les billes en plastique, la fausse feuille, les numéros sur le baril, autant d'indices qui permettent de commencer à reconstituer le puzzle. D'abord, ces éléments indiquent que notre inconnu a vraisemblablement été tué entre 1963 et 1970. De plus, il est probable que le meurtrier ait travaillé ou ait eu accès à la société de moulage plastique qui utilisait ce type de colorant vert. Mais retrouver cet employé d'usine demanderait un temps fou aux enquêteurs et sans plus d'informations, les chances de réussite sont très minces. Alors que l'enquête semble patiner, de nouveaux éléments parviennent aux inspecteurs. Bonne nouvelle. Le carnet d'adresse a été analysé. Quoi? Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à en tirer quoi que ce soit. Moi non plus. Ils l'ont séché et ils l'ont passé au scanner. À l'aide de ces équipements à infrarouge, l'équipe scientifique a pu déchiffrer quelques-unes des pages du carnet. Grâce à eux, des notes effacées depuis 30 ans sont de nouveau lisibles. Je n'en revenais pas que cela avait été possible. Ce qu'il nous fallait, c'était son nom. Il nous fallait son identité. Encore une fois, la réponse à leurs questions se trouve juste sous leurs yeux. La première chose qu'on a remarquée, c'est un numéro précédé de la lettre A, inscrit sur la deuxième de couverture. On savait qu'elle était hispanique, alors on s'est dit qu'il s'agissait de son numéro de carte verte. Parpaine appelle immédiatement le service de l'immigration et leur demande si ce numéro correspond à quelqu'un. Et très vite, ils parviennent à trouver un nom et une photo datant de 1966. On avait enfin un nom à mettre sur notre victime. Elle s'appelait Rina Angelica Marroquín et était arrivée du Salvador en août 1966. Elle avait 25 ans. L'inspecteur est satisfait. L'inconnu du baril a enfin une identité. Avec cette information, la police va maintenant pouvoir avancer dans son enquête. Quand j'ai vu la jeune femme sur la photo, j'ai pensé aux 30 années qui s'étaient écoulées avant qu'on la retrouve. Elle était là, bien vivante. Et la seconde d'après, elle avait disparu sans que personne ne s'interroge. Mais il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui se demande ce qui lui est arrivé. Les jours suivants, il tente de retrouver les personnes dont le numéro de téléphone figure dans le carnet. Ce numéro n'est plus attribué. Nous vous informons que le numéro demandé n'est plus attribué. Ce n'est qu'à la fin de la liste qu'il parvient à joindre l'un des numéros. Je suis de la police du comté de Nassau. Pouvez-vous me dire où se situaient les locaux? Le numéro appartient à une société du Garment District, à Manhattan. Oui, ça fait 30 ans que je travaille ici, voire plus. C'est beaucoup. Oui. La femme qu'il rencontre se prénomme Cathy Andrade et est employée ici depuis le début des années 60. Vous la connaissiez? Mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle l'a appelé mon petit ange. Rina Angelica Marroquín. Elle la connaissait. Quand j'ai vu la photo,
Je me suis mise à pleurer. J'ai mis mes mains sur mon cœur. J'arrivais pas à y croire. Elle est morte, c'est ça? Oui, elle est morte. Ses pires craintes confirmées, Cathy raconte à l'inspecteur l'histoire qui la hante depuis 30 ans. Les deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois à l'église. Bonjour. Salut, bonne journée. À toi aussi. Comment tu t'appelles? Quand je l'ai entendue parler, je me suis doutée qu'elle venait du Salvador. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que oui. Je lui ai dit que moi aussi. Et on est vite devenus amis. Rina lui explique qu'elle est arrivée la veille et qu'elle veut repartir de zéro après une séparation. Elle travaille dans une usine du centre et vit dans un foyer de jeunes filles tenues par des sœurs. Elle aimait apprendre. Elle était joviale et chaleureuse. Au foyer, tout le monde l'appréciait. Tu parles de mieux en mieux anglais. Je prends des cours tous les jours à mon travail. C'est bien. Mon petit ami m'aide. Elle était très amoureuse de lui. J'ai jamais su son nom. Elle disait toujours « mon petit ami, mon petit ami ». Mais Cathy ne sait rien sur lui, ni sur leur rencontre. Je le soupçonnais d'être marié, parce qu'il ne pouvait la voir que certains jours. Sois prudente. Oui. Fais attention à ne pas tomber enceinte. Je suis enceinte. Rina, c'est pas vrai. T'inquiète pas, ça va aller. Mais comment tu vas faire? Il m'a dit qu'il allait quitter sa femme et me trouver un appartement. Il te dit beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il les pense vraiment? Bien sûr. Cathy. Tu en es sûre? Oui. En effet, l'homme tient sa promesse. L'appartement en question se trouve à Hoboken. Elle a arrêté de travailler simplement parce qu'il le lui a demandé. Allô? Je pense qu'il voulait que personne ne sache qu'elle était enceinte. Mais son ventre grossissait. Cathy, comment tu vas? Je l'appelais toutes les semaines pour prendre de ses nouvelles. Enfin non, c'est elle qui m'appelait. Et si elle le faisait pas, je l'appelais moi. Elle avait l'air très heureuse, très satisfaite. Rina rassure Cathy et lui apprend que bientôt son petit ami va quitter sa femme. Elle ajoute qu'il la traite comme une reine. Il l'emmenait tous les mois chez le médecin. Il était très gentil avec elle. Il lui apportait souvent de la nourriture et lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Je vais faire à manger. D'accord. Mais un jour, alors qu'elle quitte le travail, Cathy reçoit un appel. Allô? Cathy, j'ai vu sa femme. Rina, calme-toi. Elle pleurait et elle était dans un état pas possible. Elle était complètement affolée et répétait « Il va me tuer ». Il m'a dit qu'il allait divorcer. Rina, Mais c'est faux. c'est pas vrai. Rina, maintenant enceinte de 8 mois, explique qu'elle en a eu assez d'attendre que son petit ami avoue la vérité à sa femme et qu'elle s'en est elle-même chargée. Elle m'a raconté qu'elle était allée voir sa femme et qu'elle lui avait dit pour le bébé. Ça va? Il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Immédiatement, Cathy se précipite chez Rina. Rina? La porte était ouverte. Rina? Une de ses chaussures était par terre. La table était mise. J'étais sous le choc. J'étais sûre qu'il allait la tuer. Je vous en prie. Mon amie Rina m'a appelée et m'a dit que son petit ami allait la tuer. Et quand je suis arrivée chez elle, elle n'était pas là. Quand vous a-t-elle appelé? Il y a environ 3 heures. Je suis allée chez elle, la porte était ouverte, mais elle n'était pas là.
Quand vous êtes entrés, y avait-il des traces de lutte ou de sang? Non, mais la table était mise et la nourriture était encore chaude. Vous connaissez le nom de cet homme? Non. Non. Vous êtes de sa famille? Non, on est amis. Je veux signaler sa disparition. On ne peut pas signaler la disparition de quelqu'un seulement après quelques heures. Et comme il n'était pas rare qu'un homme marié s'enfuit avec sa maîtresse enceinte, la police ne chercha jamais à retrouver Rina. Mais Cathy savait au fond d'elle-même que son amie était en danger. Je suis retournée au travail et j'ai essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. Allez, décroche. S'il te plaît, Rina, décroche. La fois suivante, le téléphone était débranché. J'étais très inquiète. Je pensais à elle tous les jours, mais je ne pouvais rien faire. Je ne savais pas où chercher. J'étais perdue. J'avais personne à qui en parler. Je ne connaissais pas sa famille. Je n'avais pas leur nom, ni leurs adresses. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Après nous avoir raconté tout ça, Cathy Andrade a tout de même pu nous fournir l'adresse du foyer de jeunes filles où Rina vivait avant son déménagement. Ils avaient conservé les registres et ils ont pu trouver la date à laquelle Rina s'y était installée et celle à laquelle elle était partie. Cathy nous avait dit que quand Rina avait quitté le foyer, elle était enceinte de 3 mois. Elle était à 8 mois de grossesse quand elle est morte. Cela nous a permis d'estimer la date de sa mort à mars ou avril 1967. Lorsqu'une femme enceinte est retrouvée morte, le père du bébé est toujours interrogé, car il s'avère que souvent, il est impliqué. Grâce à Cathy, l'inspecteur Parpain sait maintenant que l'amant de Rina était un homme marié, tout comme les 4 propriétaires de la maison où le baril a été retrouvé. En fouillant les archives de la propriété, il découvre que l'espace où le fût était entreposé ne faisait pas partie de la construction d'origine. L'extension a été construite en 1980 et il pense que c'est à ce moment-là que le baril a été déposé dans le vide sanitaire. J'ai tout de suite cherché à identifier le propriétaire à l'origine de l'extension afin de pouvoir le questionner. C'est le 2e propriétaire, Stan Miller, qui est convoqué. Quand j'ai acheté la maison, l'extension était déjà là. Le permis que nous a fourni la ville indique qu'elle a été construite en 1980. Je suis arrivé en 1972 et je vous assure qu'elle y était déjà. Miller explique que l'extension avait été construite illégalement et qu'il avait lui-même entamé les démarches auprès de la ville pour régulariser la situation. Il ajoute que le baril se trouvait déjà là, mais qu'il avait supposé qu'il faisait partie des déchets de construction et qu'il n'y avait pas touché. À votre place, j'irai parler à la personne qui m'a vendu la maison. Un homme prénommé Howard Elkins? Oui. On ne s'attendait pas à ce que l'enquête nous mène au premier propriétaire de la maison. La police enquête alors sur Elkins. Au moment du meurtre, il avait une 40aine d'années, il était marié et père de 3 enfants. Il n'avait aucun casier. Mais une information en particulier attire leur attention. Les inspecteurs apprennent qu'Howard Elkins a fait carrière en devenant associé dans l'entreprise de son beau-père, Melrose Plastics. Une feuille en plastique avait été retrouvée dans le baril, ainsi que de l'halogène vert, un colorant pour plastique. Et il se trouve que le premier propriétaire de la maison possédait une entreprise qui fabriquait, entre autres, des fleurs en plastique. Pendant 20 ans, Howard Elkins a travaillé à l'usine aux côtés de son beau-père et d'un homme prénommé Melvin Gantman. En 1972, quand la société a mis la clé sous la porte, Elkins a vendu la maison de Jericho et a déménagé.
On a tenté de le retrouver grâce à son permis de conduire. Et on a découvert qu'il vivait en Floride. Alors on s'y est immédiatement rendu. Avant de l'affronter, la police veut être sûre qu'aucun élément ne leur a échappé. Les inspecteurs décident d'aller parler à Melvin Gantman, son ancien associé, qui vit lui aussi en Floride. Vous reconnaissez ce baril? Oui, on s'en servait pour stocker l'halogène vert, un colorant qu'on utilisait dans les moulages par injection. Et ces perles en plastique? Oui aussi, on les faisait fondre pour en faire des jouets, des fleurs, ce genre de choses. Les différentes pièces du puzzle commencent enfin à s'emboîter. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est en savoir plus sur son ancien collègue. J'ai quelques questions. Howard Elkins était un homme très bon dans son travail. Il était doué. Il avait beaucoup de force. Il savait parfaitement manier les machines et il était capable de soulever des moteurs. C'était quelqu'un de plutôt costaud. Vous savez s'il avait une petite amie? Oui, une petite latina. Elle était jeune. Elle avait les cheveux noirs et des dents en or. La description qu'il en a donnée correspondait parfaitement à ce que nous avions vu. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait qu'elle avait travaillé à l'usine pendant environ 1 an, entre l'année 1966 et l'année 1967. Ses souvenirs étaient flous, mais il se rappelait qu'elle avait brusquement disparu. Vous savez ce qui lui est arrivé? Non, pas du tout. Elle a simplement arrêté de venir. Pourtant, un souvenir étrange lui revient. Peu de temps après la disparition de la jeune femme, un propriétaire d'Hoboken avait appelé, furieux. Il m'a dit de prévenir M. Elkins que s'il ne lui payait pas les loyers qu'il lui devait, il jetterait tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Les vêtements, la télé. Melvin transmet le message à un Howard impassible. D'accord, je m'en occupe, t'inquiète pas. Il a pris sa voiture et il est allé à Hoboken. Là-bas, il a récupéré une télé, une valise et un manteau. Mais il ne m'a pas dit d'où il venait. Ce qui était un mystère pour Melvin Gantman en 1967 est une évidence pour Parpain et Edwards 30 ans plus tard. Elkins était allé débarrasser le nid d'amour qu'il louait pour Rina après avoir caché son corps dans un baril sous sa maison. Ils peuvent maintenant appréhender le tueur. Howard Elkins? Police du comté de Nassau. Il était surpris de nous voir. Il avait l'air pris au dépourvu. Vous reconnaissez ce fût? J'ai bien peur que non. Ce n'est pas ce que vous utilisiez à l'usine? Non, ceux qu'on utilisait étaient bien plus petits que ça. Et ces perles? Non, ça ne me dit rien. Cela faisait 25 ou 30 minutes qu'on interrogeait M. Elkins. Et rien de ce qu'il nous avait dit n'était vrai. Aviez-vous eu une aventure avec une femme lorsque vous travailliez à Melrose Plastic? J'ai eu une aventure, c'est vrai, mais très courte. Mon beau-père l'a découvert et m'a dit d'y mettre un terme, alors je l'ai fait. Comment elle s'appelait? Je m'en souviens pas. Vous la reconnaissez? Non. C'est la première fois que je vois cette femme. Mais le temps passait. Alors on lui a demandé si on pouvait récupérer un échantillon de son ADN en lui prélevant un peu de salive. Il a refusé en nous disant qu'il savait ce qui allait se passer s'il acceptait. Je lui ai demandé de quoi il parlait et il m'a répondu qu'il avait vu à la télévision qu'on pouvait fabriquer des preuves. Donc il a refusé. J'ai fini par lui dire qu'on n'était pas là pour rien et qu'on avait de bonnes raisons de croire qu'il était coupable et que c'était lui qui avait tué cette fille.
J'ai été clair avec lui. Je lui ai dit, on va partir, mais je vais obtenir un mandat. Je reviendrai effectuer un prélèvement ADN et je le comparerai à celui du fœtus mort. Je vais m'assurer que vous finissiez votre vie en prison. C'est compris? Il a hoché la tête et on est parti. Le lendemain, les deux inspecteurs reçoivent un appel de la police de Palm Beach. La femme d'Elkins venait de signaler sa disparition. Le matin même, il serait parti en laissant son portefeuille. Vous pouvez envoyer quelqu'un? La police se met immédiatement à sa recherche et sillonne la ville. 3 quarts d'heure plus tard, ils se rendent chez son meilleur ami parti en vacances. Des renforts arrivent. Je répète, des renforts arrivent. Ils l'ont retrouvé sur la banquette arrière du véhicule du propriétaire. Il s'était suicidé avec un fusil de calibre 12. Le fait de le retrouver mort a été une victoire douce amère. J'étais persuadé de sa culpabilité. Il a choisi de se tuer. Mais j'aurais voulu une autre fin. De retour à New York, l'ADN d'Elkins est comparé à celui du fœtus que portait Rina. Son ADN collait à celui du bébé. Il ne faisait aucun doute qu'Howard Elkins en était le père. Parr Payne et Edwards avaient enfin résolu le mystère de l'inconnu du fût. Ils avaient trouvé son meurtrier et pouvaient enfin classer le dossier. Ils peuvent aussi reconstituer sans mal les minutes qui ont précédé la mort de Rina Marroquin, 25 ans. Cathy, Rina? il m'a dit qu'il allait divorcer, mais c'est faux. J'ai appelé sa femme. Je lui ai dit qu'on allait avoir un bébé. Ensuite, il m'a appelé et il m'a dit qu'il était tellement en colère qu'il pourrait me tuer. Ne bouge pas, j'arrive. D'accord. Fais vite. Comment t'as pu me faire ça? Tu devais tout lui avouer. Et je le ferai quand je l'aurai décidé, c'est clair? Je t'ai tout donné. Tout! Suis-moi, on y va! Je ne veux pas. Non, arrête. Elkins conduit Rina à l'usine de plastique à Manhattan. Il est tard et l'usine est fermée. Il n'y a personne et l'endroit est silencieux. Reste ici. Où est-ce que tu vas? Je reviens, bouge pas. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je voulais bien faire. Pardon. Il l'a tuée de plusieurs coups à l'arrière de la tête. Elle est probablement morte sur le coup. À côté de lui, il y avait un baril. Elle était menue. Alors il l'a soulevée, l'a pliée en deux pour que ses pieds soient au niveau de sa tête et il l'a glissée à l'intérieur. Elkins ne peut évidemment pas laisser le fût à l'usine. Alors il le ramène chez lui et récupère plusieurs sacs de billes en plastique. Le lendemain, une fois seul, il les vide sur le corps. Mais une fois rempli, le fût est trop lourd pour être déplacé. Sa femme allait rentrer du travail et ses enfants de l'école. Il était coincé. Alors il l'a fait rouler et l'a caché sous l'extension. C'était la seule solution. Il l'a laissé là pendant 30 ans sans jamais être inquiété. Pendant que lui vivait sa vie et prenait soin de sa famille, elle a passé 30 ans enfermée dans un baril, sous sa maison. Je n'ai jamais pu ressentir de pitié pour Howard Elkins. Pas après ce qu'il avait fait à Rina Angelica Marroquin. J'étais désolé de son suicide, mais seulement parce que j'aurais voulu le traîner en justice et qu'il réponde de ses actes.
J'aurais voulu qu'il finisse sa vie en prison. J'aurais voulu entendre le jury le déclarer coupable au procès. Même après toutes ces années, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'étais arrivée 5 ou 10 minutes plus tôt, il l'aurait pas emmenée et elle serait encore en vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Elle obscurité envelopait le musée ce soirla. Seulement trouble par le fae velalo des lampes de sécurité. Les couleurs silencieux semblaient respirer une tension invisible, comme si les murs seux memes retenaient leur souffle. Antoine, un jeune conservateur passionné d'histoire égyptienne, abancait prudemment. Son carnet de notes serré contre lui. Il avait toujours été fasciné par les mystères antiques, mais rien n'elle avait préparé à ce qu'il allait découvrir cette nuit-là. Le département des antiquités égyptiennes venait de recevoir un nouveau lot d'artefacts, dont une momie enveloppée dans des bandelettes anciennes, soigneusement conservée dans un sarcophage en bois de cèdre. Ce sarcophage était orné de hiéroglyphes finement gravés d'images de divinités oubliées. Les experts estimaient que la momie datait de la XVIe dynastie, mais certaines marques semblaient indiquer quelque chose d'inhabituel, presque surnaturel. Antoine, guidé par sa curiosité insatiable, décida de rester après la fermeture pour examiner l'objet de plus près. Lorsqu'il entra dans la salle, un souffle froid le fit frissonner. Il avait entendu des rumeurs parmi ses collègues, certains pretendaient que cette momie était maudite, que ceux qui le approchaient trop près ressentaient une présence étrangère, boire dangereuse. Antoine sourit intérieurement. Ces histoires faisaient partie du folklore des muses et l'impressionaient pas. I la llum a sa lampe torche était abanca vers le sarcophage. Le boi se metait un léger craquement sous son tache, et les hiéroglyphes semblaient presque vivants dans la lumière tremblante de la torche. Alors qu'il examinait les inscriptions, il remarqua un détail étranger, una sèrie de símbols qu'aucun de ses manguels ne avait mentionés. Il semblaient former un message codé, peut-être un avertissement ou una instruction laissée par les prêtres qui avaient préparé cette momie. Antoine sentit une montée d'excitation mêlée a une légère inquiétude. Il convenca a capi les símbols dans son carnet, chaque tracé semblant vibrer sous sa plume. Soudain, un bruit léger ressonna derrière lui, comme si quelqu'un ou quelque chose venait d'entrer dans la pièce. Il se retourna brusquement, mais la salle était vide. Son cœur battait la chamade, et une sueur froide perlait sur son front. C'est sûrement l'air qui circule, se dit-il pour se rassurer, bien qu'une partie de lui hésitât à y croire. Il reprit son examen du sarcophage, et c'est alors qu'il remarqua une petite fente sur le côté du bois, presque invisible à l'œil nu. Curieux, il glissa ses doigts dans l'ouverture et sentit quelque chose de dur et froid. En tirant délicatement, un compartiment secret s'obrit, revelant un rouleau de papyrus soigneusement enroulé. Antoine le déplia avec précaution. Les caractères étaient d'une finesse remarquable, et l'écriture semblait presque vivante, comme si elle bougeait sous ses yeux. Le message était un avertissement clair, celui qui dérangera mon repos connaîtra l'œil du destin. Antoine frissonna. Malgré le ton dramatique, il était fasciné par la précision des hiéroglyphes et l'aura mystérieuse qui émanait du texte. Il décida de faire greffier le papyrus et de le rapporter à son bureau pour une étude approfondie. Mais au moment où il rangeait son matériel, il entendit un grattement venant de l'intérieur du sarcophage. Son souffle se coupa. Était-ce l'événement? Ou quelque chose d'autre, de vivant peut-être? Il recula instinctivement, son corps paralysé par une peur irrationnelle. La lumière de sa torche vacilla, projetant des ombres inquietantes sur les murs ornés de fresques. Dans le reflet de la vitre de protection du sarcophage, il crut apercevoir une silhouette floue, comme une forme humaine, mais qui disparaissait des qu'il clignait des yeux. Le cœur battant a tout rompre, Antoine tenta de rationaliser, fatigue, imagination, estrès.
Mais la intuition lui decide que quelque chose de réel dangereux se cachait dans cette piece. Il décida de quitter la salle pour appeler la sécurité, mais au moment où il franchissait la porte, il entendit un murmure. Une voix faiblet lointaine, qui semblait chuchoter son nom, Antoine, il se arrêta net, tétanisé. La voix venait du sarcopage lui-même. Il secó à la tête, incapable de comprendre comment cela était possible. Le papyrus dans sa main semblait vibrer légèrement, comme si il réagissait à la présence de la voix. Le jeune conservateur prit une décision rapide. Il referma le sarcopage, verrouilla la salle et appela son mentor, le professeur Leonard, expert en égyptologie et réputé pour sa connaissance des artefacts maudits. Le professeur arriba quelques minutes plus tard, et l'air grave. Il observa le sarcopage, le papyrus et les hiéroglyphes avec une attention minutieuse. Après quelques instants, il declara, Antoine, J.E. que nous soyons confrontés à quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas simplement une momie ancienne il y a des forces que nous ne comprenons pas encore. Les deux hommes passèrent la nuit à analyser les inscriptions et à tenter de déchiffrer le message. Chaque symbole semblait être une pièce d'un puzzle complexe, et plus ils s'avancaien, plus ils avaient l'impression que la momie observait chacun de leurs movements. A mesure que elle avait approchait, Antoine sentit une présence oppressante, comme si elle lui-même devenait plus dense chargée d'une énergie invisible. Pourtant, malgré la peur, un sentiment d'exaltation et de curiosité le poussait à continuer. Il savait que il découvrait pourrait changer la compréhension de l'histoire égyptienne telle qu'il la connaissait, mais il presentait aussi que cette découverte avait un prix. Le mystère de la momie ne se limitait pas à des hiéroglyphes et à des rouleaux anciens. Il y avait quelque chose de vivant, de vigilant, quelque chose qui ne voulait pas être dérangé. Alors que le soleil s'élevait, illuminant les couleurs silencieuses du musée, Antoine et le professeur Leonard comprirent qu'ils venaient d'obrir une porte qu'aucun mortel ne devait franchir sans conséquences. Et au plus profond du sarcopage, une présence semblait se éveiller lentement, prête à protéger son secret à tout prix. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au sein du musée. Antoine ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de cette nuit-là. Chaque fois qu'il passait devant la salle des antiquités égyptiennes, un frisson parcourait son échine, et il sentait presque le regard invisible de la momie peser sur lui. Le professeur Leonard, lui, semblait étrangement calme, mais ses cernes témoignaient de nuits blanches à déchiffrer des textes anciens et à tenter de comprendre le mécanisme qui régissait ce mystère. Ils avaient découvert que le papyrus contenait non seulement un avertissement, mais aussi une série d'instruccions cryptiques, un rituel ancien destiné à protéger les repos du défunt. Les symboles évoquaient des lieux précis, des objets à utiliser et des paroles à prononcer pour éviter la colère du défunt. Plus ils tentaient de traduire le texte, plus l'impression de danger augmentait. Il ne s'agissait pas d'un simple avertissement. Chaque mot semblait chargé d'une puissance qui dépassait la raison. Antoine passa ses journées à consulter des ouvrages anciens, des manuscrits poussiéreux et des notes inédites de chercheurs égyptiens disparus. Il découvrit que certaines momies, surtout celles des hauts dignitaires et prêtres, étaient envelopées dans des rituels destinés à protéger des secrets bien plus précieux que des trésors matériels. Mais qu'il ne comprenait pas encore, était la nature exacte de ce secret. Le professeur Leonard, de son côté, avait contacté des collègues dans le monde entier, cherchant des références à ce type particulier de sarcopage et aux rituels associés. Un après-midi, alors qu'Antoine examinait le rouleau à la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres du musée, il entendit un bruit inhabituel. Ce n'était pas le grattement du bois ni le souffle du vent, c'était un chuchotement, doux, presque imperceptible, qui semblait provenir de la salle des sarcopages. Il s'éleva, le cœur battant, et se dirigia lentement vers la source du son. La salle était vide, mais une légère vibration semblait parcourir le sol. Antoine sentit une main glaciale passer sur sa nuque. Il sursauta, mais rien ni personne n'était là. Cette expérience le troubla profondément. Il décida de daquement chaque détail dans un journal personnel, décrivant les sensations, les bruits et même les ombres qu'il percebait. Rapidement, il constata que ces phénomènes ne se produissaient que lorsqu'il travaillait seul.
La presence semblait reagir a sa curiositat, a son desir de découvrir ce qui avait caché pendant des millenaires. Plus il avancait dans ses recherches, plus la momie semblait consciente de sa presence. Le professeur Leonard suggera alors une approche différente. Plutot que des ayer de tout déchiffrer immédiatement, ils devaient comprendre le contexte historique et spirituel de la momie. Ils comenceren a étudier la viernes du perseni momifié. Grâce aux inscriptions sur les sarcophages et aux documents historiques, ils découvriren qu'il s'agissait d'un prêtre influent du temple de Amon, réputé pour sa sagesse et son rôle dans des rituels de protection. Les textes indiquaient qu'il avait supervisé des cérémonies secretes et qu'il possédait des connaissances interdites, transmises uniquement a un cercle restreint de disciples. En examinant les fresques sur les murs de la salle, Antoine remarqua un détail que la ignoré par tous les visiteurs et les chercheurs, una sèrie de símbols repetitius, qui semblaient former une séquence. Ils étaient trop précis pour être décoratius, trop complexes pour être purement symboliques. Leonard expliqua qu'il s'agissait d'une forme ancienne de clerituelle, un code utilisé pour protéger des enfermations sensibles. Ce code, s'il était mal interprété, pouvait déclencher des réactions que personne ne comprenait entièrement. Le soir venu, Antoine se retrouva seul dans le musée, incapable de résister à l'envie de s'approcher de la momie. La lumière de sa lampe torche révélait les sarcophages dans toute sa splendeur, et les hiéroglyphes semblaient briller faiblement. Il posa sa main sur le bois, et une sensation étrange le traversa, une chaleur soudaine, suivie d'un frisson glacé. Puis, comme si la momie communiquait, il entendit à nouveau le chuchotement. Le secret d'oitreste ou le prix sera élevé. Terrifié mais déterminé, Antoine recula et se forca a prendre du recul. Il comprit que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas seulement un artefact historique, c'était une entité consciente, liée aux connaissances interdites qu'elle protégeait. Chaque action, chaque tentative de déchiffrement devait être calculée avec précision. La momie n'était pas simplement morte, elle veillait sur son secret, prête à punir ceux qui oseraient le trahir. Les nuits suivantes, les événements étranges se multiplièrent. Des objets se déplacèrent sans explication, des ombres traversèrent les couloirs, et des murmures ressonnèrent a travers les salles desertes. Antoine comença a ressentir una fatiga intensa, des cauchemars l'entaient, et una inquietude sorda s'instal·lait. Pourtant, il sentait que le mystère était à portée de main, qu'une vérité inestimable le attendait au cœur de ces énigmes. Le professeur Leonard, conscient du danger, suggera de convoquer une équipe restreinte de chercheurs especialisés dans les rituels anciens. Ils arriberen peu après, aportant avec eux des instruments de mesura, des scanners et des manuscrits rars. Ensemble, ils étudieren la momie sous tous ses angles, tentant de comprendre la nature exacta des fenòmenes. Il devint vite evident que les sarcophages reagissaient a la presència humaine, chaque moviment, chaque mot prononcé ou même pensé semblait influencer les événements. Un jour, alors qu'ils tentaient un rituel preliminaire recommandé par le papyrus, la momie bougeait légèrement à l'intérieur de son sarcophage. Une main minuscule, de charnée, sortit et frôla le bord du bois. Les chercheurs reculèrent, effrayés. Antoine ressentit une montée d'adrénaline et un mélange d'émerveillement et d'horreur. Cette réaction confirmait leurs hypothèses, le sarcophage n'était pas passif. Il détenait une forme de conscience, et cette conscience était protectrice, vigilante, boire hastel. A mesura qu'ils progressaient, Antoine réalisa que le mystère de la momie n'était pas uniquement historique ou scientifique. Il s'agissait d'un défi moral et spirituel. Le prêtre momifié avait laissé derrière lui un secret d'une telle importance qu'il exigeait respect, patience et prudence. Toute précipitation pouvait entraîner des conséquences desastreuses. Chaque symbole, chaque hiéroglyphe, chaque murmure semblait contenir un avertissement implicite. Le savoir interdit devait être approché avec humilité. Alors que la première semaine de leurs recherches touchait à sa fin, un événement inattendu se produisit. Un éclair de lumière éclata dans la salle, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Et un vent glacé souffla a travers les couloirs, malgré la fermeture hermétique des portes et fenêtres. Les chercheurs se regrouperen, terrifiés, mais Antoine sentit une sorte d'énergie mystérieuse les entourer. Une voix profonde et claire ressonna dans la pis, seuls ceux dignes de comprendre peuvent avancer.
Ce message, irrefutable et terrifiant, change tout. Antoine comprit que le véritable mystère ne residait pas dans les hiéroglyphes ou dans les sarcophages lui-même, mais dans l'interaction entre les vivants et les défunts. La momie n'était pas seulement un corps conservé, elle était un gardien, un juge et un guide. Ceux qui approchaient avec eregen sou curiosité naive se voyaient repousses, tandis que ceux qui manifestaient respect et prudence pouvaient esperer découvrir la vérité. Ainsi se terminait cette deuxième semaine de recherches, mais le mystère ne faisait que commencer. Antoine sentait qu'ils approchaient d'une révélation majeure, quelque chose qui pourrait bouleverser leur compréhension du passé et du présent. Et tandis que la nuit tombait sur le musée, la momie semblait presque s'ouvrir dans l'ombre de son sarcophage, consciente de ses preuves à venir et prête à tester la détermination des chercheurs. Les jours suivants, l'atmosphère au musée devint presque irréelle. Antoine ressentait une tension palpable, non seulement dans la salle des antiquités égyptiennes, mais dans tout le bâtiment. Chaque pas ressonnait plus fort que la normale, chaque souffle semblait se mêler à un murmure ancien. La momie, enfermée dans son sarcophage, semblait observer chaque mouvement, chaque intention. Antoine ne pouvait plus ignorer l'idée que l'artefact était vivant, doté d'une conscience et d'une volonté propre. Le professeur Leonard, plus expérimenté et méthodique, insistait pour que chaque action soit documentée. Ils prenaient des notes sur les moindres détails, la température changeante, les fluctuations de l'humidité, le comportement des objets environnants, même le rythme cardiaque d'Antoine lorsqu'il s'approchait du sarcophage. Chacun de ces éléments semblait avoir une corrélation directe avec la réactivité de la momie. Les symboles du papyrus et les hiéroglyphes sur le bois du sarcophage se révélaient être une sorte de l'année vivant, un coul que seule l'observation attentive pouvait révéler. Une nuit, alors qu'Antoine était seul, il décida de tenter une approche différente. Plutôt que détacher le sarcophage ou de lire le papyrus à haute voix, il laissait assis à quelques mètres, en silence, et observa. Il sentit une présence se rapprocher, d'ous mais imposante, comme un souffle qui traverse la piste sans que l'air bouge. Puis il vit quelque chose qu'il ne oublierait jamais. L'ombre projeté par le sarcophage semblait se allonger et se transformer, prenant l'allure d'une silhouette humaine. Le corps était immobile, mais Antoine pouvait sentir le regard du prêtre momifié se poser sur lui. Il prit une inspiration profonde et parla à voix basse, avec respect, et cherche seulement à comprendre. Ne veux pas trable ton repos. Le silence qui suivit fut intense, presque palpable. Puis, le grattement des bandelettes se fit entendre, léger mais distinct. La momie, à travers son sarcophage, semblait répondre à ses intentions. Antoine sentit un frisson parcourir son corps, melant facenasse net peur. Il comprit que le prêtre n'était pas hastel, mais qu'il évaluait ceux qui osaient s'approcher. N'était pas un gardien malveillant, mais un test, un moyen de discerner la sincérité des chercheurs. Le professeur Leonard, informé de cette expérience, décida d'installer des dispositifs d'enregistrement et de capteurs autour du sarcophage. Ils voulaient document chaque mouvement, chaque fluctuación de temperature, chaque souffle, dans l'espoir de comprendre la nature exacte de cette entité. Mais plus ils s'enregistraient, plus ils réalisaient que les phénomènes échappaient à toute explication scientifique connue. Les lectures de temperature et de pression changeaient de manière inexplicable, souvent synchronisées avec les gestes des chercheurs. Un soir, une lumière étrange apparut à l'intérieur de la vitrine du sarcophage. Les hiéroglyphes sembleren briller faiblement, projetant des motifs complexes sur les murs de la salle. Antoine, fasciné, s'approcha et lut a voix haute certains caractères. La lumière s'intensifia, envelopant la piste d'une lueur dorée. Dans cette lumière, il crut apercevoir des silhouettes, des figures qui semblaient danser autour de lui, comme des bitchens du passé. Etaient peut-être les disciples du prêtre, ou des esprits liés au rituel de protecció. Le souffle dans la piste devint plus fort, mais il ne sentait aucune menace. Au contraire, il ressentait un lien, une communication silencieuse, une compréhension qui transcendait les mots. Au fil des jours, Antoine comença a remarquer des detalls dans le papyrus qui lui havien échappé auparavant. Certains símbols n'étaient pas seulement des avertissements, mais des índices, des clés pour comprendre la viernes et les rituels du prêtre.
Il comprit que ces signes revelayent une carte, non une carte geographique, mais une carte spirituelle. Ella indiquait les étapes a suivre pour acceder au savoir que le pretravail voulu proteger. Chaque étape impliquait un rituel precis, une attention aux details et une intention pure. Toute précipitation ou curiosité egoiste pourrait provoquer des effets imprévisibles, voire dangereux. Le professeur Leonard, observant la determination d'Antoine, décida qu'il était temps de consulter un ancien manuscrit oublié, conservé dans les archives privés du musée. Ce manuscrit parlait d'un gardien de l'âme, un prêtre capable de protéger ses secrets même après la mort, en utilisant des méthodes qui défiaient la compréhension humaine. Les rituels mentionnés étaient complexes, impliquant des símbols, des gestes et des paroles específiques. Ils ressemblaient étrangement aux indicacions du papyrus découvert dans le sarcophage. Alors qu'ils planifiaient la prochaine étape, un événement inattendu se produisit. Un bruit sourd retentit dans la salle, comme si quelque chose frappait le sol depuis l'intérieur du sarcophage. Antoine et le professeur Leonard reculèrent, terrifiés. Puis, comme si la momia voulait étayer leur attention, une bandelette se déroula lentement, revelant un nouvel hiéroglyphe, précédemment caché. Le symbole représentait un oeil, ouvert et vigilant, accompagné d'une phrase en ancien égyptien. La vérité se révèle qu'à ceux qui respectent le passé. Cette découverte changea leur approche. Antoine comprit que le prêtre voulait pas seulement protéger un secret matériel, mais qu'il testait la patience, la persévérance et la moralité de ceux qui le dérangeaient. La momia était un juge silencieux, évaluant les intentions de ceux qui osaient franchir ces barrières. Au fil de semaines, les phénomènes devinrent plus intenses. Des boics chuchotaient dans la nuit, des objets se déplacaient, des ombres dansaient sur les murs. Mais Antoine ressentait plus la peur d'antan. Une étrange fascination et un respect profond s'étaient installés. Il comprit que pour avancer, il devait écouter, observer et agir avec prudence. La momia ne cherchait pas à nuire, mais à guider. Une nuit, alors que le musée était plongé dans un silence presque surnaturel, Antoine décida de approcher une dernière fois du sarcophage. Il assit devant lui, mans joints, et murmura, je suis prêt à prendre, a comprendre et à respecter ton repos. Montre-moi que je dois voir. A cet instant précis, une lumière d'ousset doré envahit la pis. Les hiéroglyphes brillaient intensément, projetant des ombres dansantes sur les murs. Antoine sentit une énergie circulaire dans son corps, comme un flot de connaissance ancienne. Les visions du passé se succéderen devant ses yeux, des cérémonies sacrées, des disciples étudiant sous la tutelle du prêtre, des rituels de protection et de sabor interdit. Chaque image était claire, détaillée, et Antoine comprit que la momia partageait avec lui la connaissance qu'ella avait protégée pendant des millénaires. Le professeur Leonard, témoin de cette scène, observa en silence. Il savait que qu'ils savaient beaucoup de passait toute explication scientifique ou rationnelle. La momia n'était plus un simple artefact, ella était un pont entre le passé et le présent, une entité consciente, un gardien des secrets de l'histoire. Alors que elle avait approché, Antoine ressentit un apaisement profond. La peur avait laissé place a une compréhension respectueuse. Il savait que le mystère n'était pas entièrement résolu, mais il avait gagné la confiance du prêtre. La momia avait choisi de se révéler à lui, lentement, avec patience, testant son cœur et son esprit. Cette expérience marqua un tournant dans la viernes d'Antoine et du professeur Leonard. Ils comprirent que le savoir n'était pas seulement une question de curiosité ou d'ambition, mais un engagement moral et spirituel. Le mystère de la momia continuait de défier le temps, mais désormais. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls, un lien invisible les unissait au passé, à l'histoire et à la sagesse ancienne. Et dans les couleurs silencieuses du musée, sous la lumière dorée du matin, la momia semblait presque sourire, consciente que ses secrets étaient désormais partagés avec ceux juges dignes, tout en restant vigilante, prête à protéger le mystère de ceux qui n'avaient pas encore appris la patience et le respect. Avec la première révélation du sarcophage, Antoine ressentit une énergie nouvelle, un mélange de fascination, d'émerveillement et de responsabilité. Chaque jour passé dans la salle des antiquités égyptiennes semblait le rapprocher du cœur de ce mystère millénaire, mais il comprit rapidement que la connaissance apportait son propre POIDS.
Le professeur Leonard L. observait avec une attention presque paternelle, conscient que leur quête risquait de franchir les frontières du rationnel, et peut-être même du réel. Ils decideren de poursuivre leur exploration de manière méthodique. Le papyrus et les inscriptions sur le sarcopage contenaient de nombreuses couches d'informacions, certaines explicites, d'autres codées dans des símbols subtils que seul un attentif pouvait percevoir. Antoine convenca adrecer une cartographie mentale de ces índices, reliant les hieroglyphes aux rituels connus, aux cérémonies religieuses et aux textes anciens du temple d'Amon. Chaque connexion semblait révéler un fragment de vérité, mais la complexité du système les obligeait à avancer lentement, avec prudence. Une après-midi, alors qu'il examinait un détail sur le sarcopage, Antoine remarqua un symbole qu'il n'avait pas encore identifié, un petit scarabée incrusté dans les bois, entouré de fines gravures dorées. Le professeur Leonard intervint, en étudiant attentivement le motif. C'est un symbole de renaissance de protección, expliquait-il. Mais la manière dont il est integre ici est inhabituelle. On dirait presque vivant. Antoine frissonna. Ce détail confirmait ses sentiments, la momia n'était pas seulement un objet, mais une entité consciente, capable de communiquer à travers ses symbols. Au fil des jours, les manifestations s'intensifieren. Les murmures devinrent plus distincts, les ombres plus definies. Parfois, la lumière dans la salle vacillait sans cause apparente, et certains objets semblaient se déplacer imperceptiblement. Antoine comprit que la momia testait leur persévérance, leur capacité à rester attentifs et respectueux face à des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Chaque action, chaque geste, devait être calculé avec soin. El artefacte était un juge silencieux et vigilant. Une nuit, alors qu'Antoine travaillait tard, il sentit une chaleur étrange émaner du sarcopage. Les hieroglyphes brillaient faiblement et semblaient se transformer, créant une séquence de symbols qu'il n'avait jamais vus. Il déchiffra lentement le message, une série de directions, apparentment rituelles, qui semblaient mener a un point précis dans le musée. Antoine se rappela du manuscrit du professeur Leonard sur le Gardien de l'Ame, et comprit qu'il s'agissait d'une épreuve, un chemin initiatique concu pour tester sa persévérance et son respect du passé. Accompagné du professeur, il suivit les indicacions, passant par des couleurs obscurs, des escaliers dérobés et des salles rarement utilisées. Les sarcopages semblaient guider leur progression, et chaque étape révélait de nouveaux symbols ou indices. Antoine ressentait à chaque instant une présence bienveillante mais imposante, une énergie qui veillait à ce qu'ils avançaient avec prudence. Ils atteignirent enfin une petite piscache, dissimulée derrière une étagère massive. A l'intérieur, un hôtel ancien attendait, recouvert de symbols et d'inscriptions. Au centre, un objet mystérieux reposait sous une cloche de verre, un fragment de papyrus ancien, plus vieux encore que celui du sarcopage, contenant des secrets souliers du temple d'Amon. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. La momia avait révélé un fragment de son savoir, une récompense pour leur patience et leur respect. Le professeur Leonard prit des précautions extremes pour examiner le fragment, utilisant des gants et des instruments especiaux. Ils découvrirent que ce papyrus contenait des rituels de protecció avancés, des incantacions permettant de mantenir un equilibri entre le monde des vivants et celui des morts. Il semblait que le prêtre avait prévu que seuls ceux dignes puissent accéder a cette connaissance, et que toute tentative imprudente pourrait déclencher des conséquences graves. Au fil de leurs recherches, Antoine convenca a percevoir un lien profond entre la momia et lui-même. Chaque nuit, il rêvait de cérémonies anciennes, de disciples étudiants sous la tutelle du prêtre, de rituels exécutés avec précision. Ces visions n'étaient pas effrayantes, mais enrichissantes, presque educatives. Il comprit que le prêtre lui transmettrait progressivement ses secrets, mais uniquement s'il montrait patience et humilité. Pourtant, l'expérience n'était pas sans danger. Un soir, alors qu'ils s'effectuaient un rituel de purification recommandé par le papyrus, la lumière de la salle vacilla violemment, et un vent glacé souffla, projetant les ombres sur les murs dans un chaos mouvant. Antoine sentit une présence derrière lui, et une voix profonde ressonna, le savoir est précieux, mais le respect est impératif. Le professeur Leonard, bien qu'habitué a ce type de phénomènes, frissonna également. La momia testait leur cœur et leur détermination,
confirmant que seule una intention pure permetrait de poursuivre l'aquete. Au furet a mesure qu'ils progressaient, Antoine commença a arilair les visions nocturnes aux símbols du papyrus et du sarcopage. Il comprit que le pretravait codé des instructions non seulement pour protéger ses secrets, mais aussi pour enseigner a ceux qui venaient avec un cœur pur. Chaque hiéroglyphe, chaque symbole, chaque murmure était une lecon, une épreuve de patience et de discernement. Une nuit, une expérience bouleverse Antoine. Alors qu'il observait les sarcophages en silence, il sentit une vibration subtile, presque imperceptible, qui parcourait la pièce. Les hiéroglyphes brillèrent avec une intensitat crue, et il entendit distinctement un mot, compréhension. À ce moment précis, il sut que le prêtre reconnaissait sa sincérité. La momie ne cherchait plus à le tester, mais à lui transmettre une portion de sa sagesse. Le professeur Leonard, témoin de cette transformation, comprit également que la relation entre les chercheurs et la momie avait évolué. Ce n'était plus une confrontation, mais une que la verassen silencieuse. La momie, jadis inaccessible et enigmatique, devenait un guide, revelant peu a peu son savoir a ceux dignes de le recevoir. Alors que elle avait approchait, Antoine ressentit un sentiment de paix et d'accomplissement. La peur qui elle avait habité depuis la première nuit avait laissé place a un profond respecte a une compréhension intuitive du rôle de la momie. Il savait que le mystère n'était pas entièrement résolu, mais que chaque étape franchie les rapprochait de la vérité. Dans les couleurs silencieuses du musée, sous la lumière du matin, les sarcophages semblaient presque respirer, comme vivant. Les hiéroglyphes projetaient en corée des ombres dansantes sur les murs, mais cette fois, Antoine les percevait comme des alliés, desgaïts sur le chemin de la connaissance. La momie, gardienne des secrets du passé, avait choisi de révéler son savoir a ceux qui avaient démontré patience, respected Kerry. Ainsi se termina cette nouvelle étape de leur quête, mais Antoine savait que elle épreuve était loin d'être terminée. Chaque jour apportait son lot de révélations et de défis, et le véritable secret de la momie attendait en corée, enveloppé dans les ombres et les murmures des siècles passés. La patience, la persévérance et la sagesse seraient leurs alliés, et la momie, leur guide silencieux, les conduirait à travers le labyrinthe de l'histoire et des secrets anciens. Les semaines passèrent, et la relation entre Antoine, le professeur Leonard et la momie se renforça. Ce n'était plus un simple artefacte à étudier, mais un interlocuteur silencieux, un gardien de secrets et de connaissances. Antoine passait de longues heures dans la salle des antiquités égyptiennes, étudiant le papyrus, les hiéroglyphes et observant les réactions du sarcophage a ses gestes et a ses paroles. Chaque détail, chaque vibration, chaque chuchotement semblait être une lecon. La momie n'était pas seulement un prêtre d'un temps ancien, ella était un guide, testant leur patience et leur compréhension. Un soir, alors que la lumière du musée s'atténuait et que les derniers visiteurs avaient quitté les lieux, Antoine se retrouva seul avec le sarcophage. Le silence était profond, presque palpable, et l'air semblait chargé d'une énergie mystérieuse. Il s'est assis devant le sarcophage et ferma les yeux, concentré sur le souffle ancien qu'il percevait à travers les hiéroglyphes. Puis, une sensation étrange parcourut son corps, un frisson subtil, comme si le sarcophage respirait en rythme avec lui. Les symboles gravés sur le bois semblaient s'animer, projetant des motifs mouvants sur les murs sombres. Antoine obrit les yeux et observa attentivement. Il reconnut des formes familiares, des escenes de cerimònies, des disciples en prière, des gestes rituels precis. Mais il remarqua aussi des détails nouveaux, invisibles jusque-là. Des símbols minúsculs, presque invisibles a l'œil nu, étaient incrustés dans les motifs principaux. Le professeur Leonard les avait déjà observés, mais Antoine comprit qu'ils formaient un message caché, un niveau supplémentaire du secret que la momie protégeait. Chaque symbole semblait guider ses pensées, comme si le prêtre voulait s'assurer qu'Antoine était digne de poursuivre la quête. Il se rappela du papyrus secondaire qu'ils avaient découvert dans la salle cachée et comprit que les informations qu'il contenait n'étaient qu'un début. La momie orchestrerait la transmission de son savoir progressivement, testant la patience et l'humilité d'Antoine à chaque étape. Le jeune conservateur prit des notes détaillées, conscient que chaque geste, chaque mot, chaque pensée devait être précis. Toute erreur, toute précipitation,
pourrait compromettre l'équilibre fragile entre le passé et le present. Le professeur Leonard rejoignit Antoine quelques instants plus tard. Il observa les sarcophages et les motifs lumineux projetés sur les murs, et un léger sourire apparut sur son visage. Antoine, dit-il, je crois que nous commençons à comprendre. Ce n'est pas seulement un artefact à étudier. La momie choisit de partager son savoir, mais à sa manière. Nous devons suivre son rythme. Antoine acquiesca. Il sentait que la vérité qu'ils poursuivent n'était pas simplement académique ou historique, mais profondément spirituelle et morale. Les nuits suivantes, Antoine continua a explorer les hieroglyphes et a méditer sur leur signification. Les visions qui accompagnaient son observation devinrent plus clairs. Il vit le pretregaí de ses disciples, enseigner des rituels complexes et protéger des secrets qui dépassent le simple savoir humain. Ces visions n'étaient pas effrayantes, mais intensement reelles. Antoine sentait qu'il n'était plus seulement un spectateur, il devenait un participant dans ce lien invisible entre le passé et le present. Un soir, una nouvelle manifestation se produisit. Les símbols du sarcophage semblaren former una seqüència de moviments, presque choregraphiés, projetant des ombres qui dansaient sur les murs com un ceremoni antique. Antoine suivit les gestes avec ses mans, reproduisant les moviments observés. Le professeur Leonard le regardait, impressionné par la précision et l'intuition de son jeune collègue. Puis, un souffletxau parcourut la pièce et une voix distincte, claire et ressonnante, murmura, tu avances avec respect et humilité. Continue ainsi. Cette reconnaissance changeait tout. Antoine ressentit une profonde satisfaction, mêlée de humilité. La momie n'était pas hostile, ella enseignait, guidait et testait. Chaque symbole, chaque geste, chaque murmure était un élecon. Il comprit que le véritable secret ne résidait pas dans les trésors ou les textes, mais dans la compréhension et la maîtrise du rituel, dans la patience et l'engagement moral. Au fil du temps, ils découvrirent que certains símbols pouvaient être combinés pour révéler des messages plus profonds. Les hiéroglyphes, lorsqu'ils étaient interpretés dans un ordre précis, révélaient des instructions pour des rituels permettant de communiquer avec l'esprit du prêtre momifié. Ces rituels devaient être exécutés avec précision et respect, et chaque erreur pouvait entraîner des conséquences imprévisibles. Antoine ressentit à quel point le prêtre avait anticipé les actions humaines, codant des protections et des preuves pour tester la sincérité de ceux qui approchaient son secret. Un soir, alors qu'ils exécutaient un rituel recommandé par le papyrus, un phénomène étranger se produisit. La lumière des hiéroglyphes devint plus intense, et les ombres projetées sur les murs prirent des formes plus définies. Antoine vit les silhouettes de disciples, de prêtres et de figures anciennes et s'animèrent a reproduire les gestes des rituels. Il sentit una énergie puissante circular dans la pièce, une force vivante qui émanait du sarcophage. Le professeur Leonard, bien que escéptique de nature, fut impressionné et silencieux, observant ce que aucune science moderne ne pouvait expliquer. A mesura qu'ils progressaient, Antoine comprit que la momie ne cherchait pas seulement a protéger ses secrets, mais a transmettre une sagesse profonde sur le lien entre viernes et mort, sur le respect du passé et la responsabilité de ceux qui cherchent le savoir. Chaque hiéroglyphe, chaque symbole, chaque murmure avait une signification morale, un enseignement destiné a guider leurs actions dans le present. Cependant, cet que n'était pas sans danger. Les manifestacions devinrent plus intenses, parfois presque physiques. Des courants d'air froid traversaient la salle, des objets se déplacaient imperceptiblement, et les murmures s'intensifiaient, parfois prononcant des avertissements ou des noms. Antoine réalisa que la momie veillait à ce qu'ils ne s'égaren pas, testant leur détermination, leur patience et leur respect. Il comprit que la connaissance venait avec des responsabilités et que chaque action imprudente pourrait rompre l'équilibre fragile entre le passé et le present. Malgré tout, Antoine sentit une connexion profonde avec la momie. Chaque rituel exécuté correctement, chaque hiéroglyphe compris, renforçait ce lien. Il comprit que le prêtre momifié n'était pas seulement un gardien, mais un guide, offrant la chance d'accéder a des connaissances anciennes a ceux qui démontraient mérite et humilité. Cette réalisation transforma Antoine, il ne cherchait plus seulement a résoudre un mystère archéologique,
Maïs a comprendre et respecte la sagesse antique transmise a travers les sages. Alors que le soleil se levait sur le musée, Antoine et le professeur Léonard prirent un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient découvert. La momie, silencieuse et immobile dans son sarcopage, semblait presque respirer, consciente de l'ers progresset de leur engagement. Antoine ressentit un profond respecte et une gratitude envers cette entité ancienne, qui avait choisi de partager sa sagesse de manière graduelle et prudente. Il savait que la route était encore longue. Le mystère de la momie n'était pas entièrement dévoilé, et chaque nouvelle découverte apportait de nouveaux aux défis et de nouvelles leçons. Mais Antoine comprit que la patience, et l'humilité et le respect seront leurs sagesse dans cette quête, et que le véritable secret de la momie se révélerait uniquement à ceux dignes de le recevoir. Dans les couleurs silencieuses du musée, sous la lumière de l'AUB, Antoine sentit que le voyage ne faisait que commencer. La momie avait ouvert une porte vers un savoir ancien, mais cette porte se révélerait pleinement qu'à ceux capables de marcher avec respect et discernement, travers les épreuves et les énigmes laissés par le passé. Les jours se succéderen, mais le mystère de la momie continuait d'enter chaque instant de la viernes de Antoine. Les visions, les murmures et les símboles semblaient désormais faire partie intégrante de son quotidien. Même dehors du musée, il percebait des signes, des hechos lointains de cette présence ancienne. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revivait les rituels et les gestes apris, sentant que la momie évaluait sa persévérance et sa fidélité aux enseignements transmis. Le professeur Léonard, lui, s'inquiétait de l'état mental de son jeune collègue. Bien qu'impressionné par sa détermination, il percebait la fatigue et l'obsession croissante qui s'emparaient d'Antoine. Antoine, dit-il un soir, nous devons avancer avec prudence. La momie n'est pas simplement un artefact à étudier. Ella teste nos limites, et écrans que nous soyons proches de franchir une frontière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Antoine acquiesca, conscient du risque, mais incapable de renoncer a cette quête qui avait désormais envaït son esprit. Une nuit, alors qu'il était seul dans la salle des antiquités, Antoine sentit une vibration inhabituelle, plus intense que tous celles qu'il avait perquès auparavant. Les hieroglyphes s'illumineren, projetant des motifs complexes sur les murs et le plafond. Une lumière dorée envelopa la pièce, et pour la première fois, il eut l'impression que le sarcopage respirait, comme si une présence vivante émanait de lui. Le soufflet chaud qui traversait la salle semblait chargé de paroles anciennes, inaudibles mais profondément comprensibles. Antoine s'agenovilla devant le sarcopage et murmura, «Je suis prêt à prendre davantage. Montre-moi ce que je dois comprendre». Les hieroglyphes brillèrent encore plus intensément, et il sentit une énergie parcourir son corps. Puis, les murmures se transformèrent en une voix claire et résonnante, le savoir se mérite, et le temps révèle la vérité. Ceux qui cherchen avec un cœur pour verron la lumière. Cette expérience marqua un tournant. Antoine réalisa que la momie ne se contentait pas de protéger ses secrets, ella enseignait, guidait et évaluait. Chaque geste, chaque pensée, chaque mot prononcé influencait directement les manifestations. La patience et l'humilité n'étaient plus des vertus abstraites. Elles étaient les clés qui obraient progressivement la compréhension des mystères anciens. Le professeur Léonard rejoignit Antoine peu après. Ensemble, ils analysèrent les símboles et découvrirent une séquence complexe, un rituel ancien destiné a relayer l'esprit du prêtre momifié a ceux juges dignes. La pratique devait être exécutée avec précision, chaque geste calculé, chaque intention pure. Antoine sentit la gravité de la tâche, une erreur pourrait non seulement compromettre leur progression, mais aussi provoquer des conséquences imprévisibles dans le monde matériel et spirituel. Ils entreprirent donc une série d'experimentations contrôlées, répétant les gestes et recitant les paroles dans un ordre précis. A chaque tentative correcte, les símboles s'illuminaient davantage, et les murmures se faisaient plus clairs. Antoine sentit que la momie communiquait avec eux, testant leur compréhension et leur respect. Chaque expérience était une leçon, chaque échec un rappel que la précipitation ou l'imprudence pouvaient être dangereuse. Au fil du temps, Antoine comença a percevoir des connexions invisibles entre les visions nocturnes, les símboles du sarcopage et les rituels anciens. Les scènes qu'il voyait dans ses rêves semblaient correspondre aux gestes qu'il exécutait dans le musée.
Les disciples et les pretres qui la percebait dans les bitxens reprodueixent les moviments inscrits sur les murs, et dans le papyrus, guidant son apprentissage. Il comprit que le pretre momifiabait concu un sistema d'ensenyament a la fois tangible et espirituel, destiné a preparar ceux qui étaient dignes a comprendre et a preserver son savoir. Una nuit, un evenement extraordinari se produïsit. Alors qu'ils s'efectuaient un ritual precis, una llumia intens jaillit du sarcopage, envelopant la pis d'un eclat doré. Antoine vit distinctament des formes mouvantes, des siluettes ancienes executant des gestes rituels avec une synchronisation parfaite. Le souffle dans la pis de vin palpable, chaudet vivant, et une voix profonde ressonna. Le chemin vers la vérité exige querillet perseverance. Continuez, et le secret vos sera revele. Cet manifestasen renforca leur determination. Antoine comprit que la momia se contentait pas de proteger ses secrets, ella estait t'enseinait, preparant ceux juges dignes a acceder a un savoir ancien, interdit a ceux qui approchaient avec eregen sou impatience. La peura vait disparu, remplacé par un profond respecte et un sentiment d'emerveillement. A mesura que ils progressaient, Antoine et le professeur Leonard découvriren des símbols jusque la invisibles, dissimulés dans les motifs principaux du sarcopage. Ces símbols representaient des etapes supplementaires du rituel, des indicacions precises pour aprofondir la connexion avec le pretre momifié. Chaque découverte renforcait leur lien avec l'entité ancienne et revelait la profondeur et la complexité de son savoir. Un soir, alors qu'ils se preparent a executer un rituel avancé, Antoine sentit une presence derrière lui. Il se retourna et apercut une silhouette floue, semblable a un disciple ancien, reproduisant les gestes qu'ils se apretaient a accomplir. La figura semblait gaire d'Antoine le professeur, confirmant qu'ils étaient sur la bonne voie. La momia, a travers ces manifestacions, offrait un ensenyament direct, assurant que chaque étape du rituel serait correctament executée. Au fil de setmanes, Antoine realisa que la momia était pas seulement un gardien des secrets, mais un pont entre le passé et le present, un enseignant silencieux capable de transmettre des connaissances millenaires a ceux dignes de les recevoir. Chaque geste, chaque symbole, chaque murmure renforcait l'unique, et Antoine ressentait une responsabilité immense. Il devait preserver et tenir le savoir qu'on lui confiait. Pourtant, malgré cette progression, l'énigme restait partielle. Les secrets les plus profonds de la momia n'avaient pas encore été révélés. Antoine savait que chaque étape franchie les rapprochait de la vérité ultime, mais que le chemin restait semé d'épreuves et de défis. La patience, la vigilance et l'humilité restaient sentielles pour ne pas compromettre l'équilibre fragile entre les monde des vivants et celui des anciens. Au lever du jour, dans la salle silencieuse du musée, Antoine contempla les sarcophages et les hiéroglyphes qui brillaient faiblement sous la lumière d'ous. Il sentit une connexion profonde avec le pretre momifié, un ericane senstacit entre le passé et le present. La momia vait accepter leur presence et leur engagement, et Antoine savait que cette relation unique serait la clé pour découvrir le secret final. Dans ces silence chargé d'histoire, il comprit une vérité essentielle. La momia n'était pas seulement un artefact à étudier, mais un guide, un maître et un test de caractère. Le mystère qu'elle protegeait dépassait les limites de la connaissance humaine, et seus capables de patience, d'humilité et de perseverance pour rien un jour acceder a la vérité. Antoine sentit une determination nouvelle, il continuerait à avancer, a apprendre et a respecter les enseignements de cette entité ancienne, conscient que chaque pas les rapprochait d'une révélation qui changerait leur compréhension du passé et du present. Le mois suivant, Antoine et le professeur Leonard s'immergeren encore plus profondément dans l'étude des rituels et des símbols. Chaque jour, la momia semblait répondre à leur progression par de nouvelles manifestations. Les hiéroglyphes brillaient plus intensément, les murmures s'étaient transformés en voix distinctes, parfois même en phrases compréhensibles pour ceux capables d'écouter atentiment. La salle des antiquités égyptiennes devenait un lieu où le passé et le present se mêlaient, où les frontières entre la viernes et la mort semblaient s'estomper. Una nuit, Antoine ressentit una energia particulière, diferente de toutes celles qu'il avait perquès auparavant. Le souffle de la momia était plus prononcé, presque palpable, et les ombres sur les murs prident des formes complexes, comme une chorégraphie rituelle. Le jeune conservateur suivit les moviments projetés, reproduisant les gestes avec precision.
Chaque simbole lumineux projeté semblait ésser aligner avec les gestes de ses mans, creant un langui corporel et espirituel simultanément. Le professeur Leonard, bien que surpris, reconnut que ce phénomène dépassait toute explication scientifique moderne. Cette nuit-là, Antoine eut une vision d'une clarté saisissante. Il se vit à l'époque du prêtre momifié, assistant à une cérémonie au cœur du temple d'Amon. Des disciples executaient des rituels complexes, le prêtre dirigeait chaque geste avec autorité et sagesse. Les paroles anciennes resonnaient dans son esprit, comme si elles étaient transmises directement par l'esprit du prêtre. Antoine réalisa que ce qu'ils experimentaient dans le musée n'était pas un simple artefact animé par des phénomènes physiques, mais une véritable transmission de connaissance à travers le temps. Le professeur Leonard, observant Antoine, comprit que la frontière entre réalité et vision devenait floue. Les expériences n'étaient plus simplement des manifestations isolées. Elles constituaient un processus d'enseignement, una initiation guidée par l'esprit du prêtre. Chaque étape, chaque symbole, chaque murmure, était conçu pour tester la persévérance, la patience et la pureté des intentions de ceux qui cherchaient les savoir. Au fil de semaines, Antoine comença a élaborer un système pour interpréter ces messages. Il comprit que chaque hiéroglyphe, chaque symbole, chaque variation de lumière ou de souffle était une pièce d'un puzzle complexe. Les rituels n'étaient pas seulement des gestes, ils formaient un langui vivant, capable de transmettre des enseignements profonds a ceux prêts à les recevoir. La momia va créer un réseau de signes, un labirinte de connaissances qui demandait une attention extrême et une humilité totale. Une nuit, alors qu'ils suivaient une séquence particulièrement complexe, un événement inattendu se produisit. La lumière dorée dans la salle se concentra en un point précis du sarcopage, et une vibration profonde parcourut l'air. Antoine sentit que cette énergie était dirigée vers lui, comme si le prêtre évaluait non seulement ses gestes, mais aussi son état d'esprit et ses émotions. Les hiéroglyphes, désormais animés, semblaient indiquer une direction, un choix à effectuer. Antoine comprit qu'il s'agissait d'un test crucial. La prochaine étape dépendrait entièrement de sa capacité à agir avec discernement et respect. Il prit une profonde inspiration et suivit les indicacions des symboles, exécutant les gestes avec précision, et prononçant les paroles dans le rythme exact per quoi travers les murmures. La lumière dans la salle s'intensifia, enveloppant Antoine et le professeur Leonard dans une lueur dorée. Une voix claire résonna, tu avances avec sagesse et humilité. La voix s'ouvre devant toi. Cette expérience transforma Antoine. Il comprit que chaque manifestation, chaque vision, chaque symbole était un écho directe du prêtre, et que le véritable secret de la momia n'était pas seulement dans les artefacts, mais dans la compréhension et l'interprétation de ces enseignements. Le savoir ancien était une combinaison de patience, de respect et de perception intuitive. Les jours suivants, Antoine et le professeur Leonard continuèrent a explorer les hiéroglyphes et les rituels. Ils découvrirent des symboles jusque-là invisibles, dissimulés dans les motifs principaux du sarcopage, representant des étapes supplémentaires du rituel et des instructions pour approfondir leur connexion avec l'esprit du prêtre momifié. Chaque découverte renforçait leur lien et révélait la profondeur et la complexité de ce savoir ancien. Un soir, alors qu'ils executaient un rituel avancé, Antoine sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette floue, semblable a un disciple ancien, reproduisant les gestes qu'ils s'apretaient a accomplir. Cette figure semblait guider Antoine le professeur, confirmant qu'ils étaient sur la bonne voie. La momia, a travers ces manifestations, offrait un enseignement direct et assurait que chaque étape du rituel serait correctement exécutée. Cependant, malgré les progrès, une inquietude persistait. Antoine ressentait parfois une fatigue intense, une tension mentale et émotionnelle qui semblait provenir non seulement de la complexité des rituels, mais aussi de l'intensité des interactions spirituelles. La momia n'était pas simplement un artefact à étudier, ella exerçait une influence profonde, presque mystique, sur ceux qui s'approchaient trop près de son savoir. Il comprit que respecte cette force et gérer ses propres limites étaient essentiels pour continuer la quête. Une nuit particulièrement intense, alors qu'ils effectuaient un rituel avancé, la lumière dorée jaillit du sarcopage avec une force inattendue. Les silhouettes anciennes se matérialisèrent avec une clarté incroyable,
reproduïsant des gestes rituals et recitant des paraules ancienes. Antoine ressentit un flot de connaissances et de comprensions traverses son esprit. Chaque geste et chaque mot detallant liesa des enseignements profonds sur le lien entre viernes et mort, sur la sagesse et la responsabilité. Le professeur Leonard, témoin de cette manifestation, se rendit compte que la mòmia va dépasser le simple rôle de gardien. Ella était devenue un mentor, un guide capable de transmetre des connaissances millenaires a ceux qui demontrarien mérite et humilité. Antoine sentit un respecte profond et une gratitude intense envers cette entité ancienne, qui avait choisi de partager sa sagesse de manière graduelle et prudente. A mesure que la nuit avançait, Antoine comprit que le mystère de la mòmia ne residait pas seulement dans les texts et les símbols, mais dans la compréhension intuitive, le discernement et la capacité à interpréter les signes. La mòmia testait leur capacité à intégrer les enseignements dans leur propre esprit et dans leur conduite, et non simplement à accumuler des connaissances. Lorsque elle auve s'eleva, Antoine et le professeur Leonard prirent un moment pour réfléchir à leur expérience. La mòmia, immobile mais vivante dans son sarcopage, semblait reconnaître leur engagement et leur respect. Antoine sentit une détermination renouvelée, il continuerait à avancer avec prudence, patience et humilité, conscient que chaque étape franchie rapprochait d'une vérité qui allait bien au-delà des artefacts matériels. Dans les silents du musée, sous la lumière du matin, Antoine comprit une vérité essentielle. La mòmia n'était pas seulement un objet à étudier, mais un enseignant, un guide et un test de caractère. Le véritable secret qu'elle protégeait n'était pas matériel, mais espirituel et moral, et seuls ceux capables de patience, de respecte et de discernement pourraient un jour y acceder pleinement. Ainsi, elle aventure continuait, et chaque jour, Antoine et le professeur Leonard se rapprochaient un peu plus de la compréhension ultime, guidés par la presència ancienne et vigilante du prêtre momifié. A mesure que les jours se egrenaient, Antoine se sentait de plus en plus lié à la mòmia, com si una connexion invisible reliait son esprit a celui du prêtre millenaire. Chaque hieroglyphe, chaque symbole projeté sur les murs semblait prendre viernes, formant un langue fluide qui dépassait les mots et les gestes. Le professeur Leonard, bien qu'u impressionné, convençait à exprimer des reserves, Antoine, dit-il un soir, tu sembles t'immerger complètement dans ce monde. Et ne oubliez pas que nous sommes toujours dans le présent, et que le passé, aussi fascinant soit-il, peut nous engloutir si nous perdons pas. Antoine acquiesca, conscient du risque, mais une partie de l'UNE pouvait renoncer à cette immersion, tant la mòmia revelait des secrets d'une profondeur inégale. Cette nuit-là, les manifestacions prirent una intensitat inhabituelle. Les hieroglyphes projetés par les sarcopages s'animeren com jamais auparavant, formant des seqüències complexes et des formes mouvantes, presque vivantes. Antoine sentit une presència derrière lui, subtile mais puissante, com si le prêtre le observait atentament, evaluant chaque geste, chaque respiration. Le soufflet dans la salle semblait charger l'air d'una energia dense vivante. Il comprit que l'approchaine étape de leur iniciation approchait et qu'elle necessiterait une concentration totale, un engagement absolu. Le professeur Leonard le accompagna dans la missa en pleins des rituels preparatoires. Chaque geste devait être parfait, chaque parole prononcée avec exactitude. Antoine, habitué aux rituels depuis des semaines, sentait que son esprit avait été affiné, que sa perception des símbols et des murmures s'était intensifiée. Les manifestacions n'étaient plus effrayantes, elles guidaient, enseignaient et récompensaient la persévérance. Alors qu'ils executaient le rituel avancé, Antoine eut une vision d'une clarté saisissante. Il se vit transporté dans une salle souterraine du temple d'Amon, entouré de disciples en prière et de prêtres anciens. Des flammes dansaient autour d'eux, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre, et des murmures anciens resonnaient dans l'air. La vision était si vivante qu'il pouvait sentir la chaleur du feu, l'odeur de l'encens et la presència tangible des anciens. Chaque geste exécuté dans cette vision correspondait aux símbols et aux instructions du sarcopage, confirmant qu'il suivait la voie correcte. Le professeur Leonard, observant Antoine, constata la precision de ses moviments et l'intensité de sa concentration. Il comprit que le jeune conservateur était désormais capable de percevoir le lien subtil entre les rituels físics et les enseignements espirituels transmis par la mòmia. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée formait un réseau complexe,
Une dans se rituelle ou le passe et le presentesse entre la caient. La nuit avancait, et la lumière dorée emanant du sarcopage de 20 plus intens. Antoine sentit una energia puissante circular dans la pis, envelopant chaque objet, chaque symbole et chaque ombre. Les murmures se transformeren en perouls distincts, tu avances avec sagesse et discernement. Bientôt, tu comprendràs le secret que tu cherches. Cetricanescens renforca sa determination. Il comprit que le pretremomifie ne voulit pas simplement protéger son savoir. Mais le transmettre a ceux capables de le integrer et de le utiliser avec respect et responsabilité. Au fil des jours suivants, Antoine et le professeur Leonard exploreren de nouveau aux symbols et sequences, découvrant des cauches supplementaires du rituel. Chaque découverte semblait reveler un fragment du secret ultime, mais toujours s'envelopé de mystère. Antoine comprit que la momie testait non seulement leur compréhension, mais aussi leur capacité à intégrer les lecons dans leur conduite et leur perception du monde. Les épreuves ne étaient pas simplement intel·lectuelles, elles étaient morales, espirituelles et emotionnelles. Un soir, une manifestation exceptionnelle se produisit. La lumière dorée se concentra sur un symbole particulier du sarcopage, et Antoine sentit une vibration intense parcourir la pis. Les ombres se materialiseren en silhouettes d'anciens disciples, guidant ses mans dans un rituel precis. Il suivit leurs movements avec exactitude, sentant chaque geste et chaque paroule resonner profondément dans son esprit. Le professeur Leonard, témoin de cette scène, comprit que la momie avait choisi de reveler une étape cruciale de son enseignement. Antoine comença a percevoir le véritable objectif de ces rituels. Il se ne servaient pas seulement a communiquer avec la momie, mais a comprendre la philosophie et la sagesse du prêtre. Chaque geste, chaque symbole et chaque murmure formait un ensemble coherent, une méthode de transmission du savoir qui exigeait patience, respect et humilité. La momie n'était plus un simple artefact, ella était un guide, un mentor silencieux qui évaluait la valeur morale et spirituelle de ceux qui osaient approcher de son secret. Alors qu'ils poursuivaient cette exploration, Antoine se rendit compte que les visions et les manifestations savaient començar a influencer sa perception du monde réel. Les symbols, les gestes et les murmures devenaient des repères, des balises qui le aidaient a interpreter les événements autour de lui. Il comprit que le prêtre momifié cherchait a former non seulement un disciple capable de comprendre le passé, mais aussi un gardien du savoir, capable de le protéger et de le appliquer avec sagesse dans le présent. Une nuit, alors qu'ils executaient un rituel particulièrement complexe, la lumière dans la salle se concentra sur le sarcopage et un souffle chaud d'enveloppe Antoine. Il eut une vision détaillée du temple de Amon, des disciples et des cérémonies anciennes. Chaque geste qu'il reproduisait dans le musée correspondait aux movements et aux perouls des prêtres de l'époque. Il comprit que la momie avait créé un système d'enseignement vivant, capable de traverser le temps et de communiquer directement avec ceux juges dignes. Le professeur Leonard, bien que surpris, reconnut l'importance de cette révélation. La momie n'était plus simplement un objet à étudier, ella était un guide, transmettant des enseignements qui dépassaient les limites de la science et de l'histoire. Antoine sentit une responsabilité immense, il devait non seulement apprendre, mais aussi preserver et respecter ce savoir ancien. Au petit matin, après une nuit d'intense apprentissage, Antoine contempla le sarcopage avec un respect profond. Il comprit que le mystère de la momie n'était pas entièrement résolu, mais que chaque étape franchie rapprochait d'une vérité qui dépassait les artefacts matériels. Les hiéroglyphes, les symbols et les murmures étaient autant d'épreuves, mais aussi autant de clés pour accéder a un savoir qui combinait histoire, espiritualité et moral. Alors que le soleil s'élevait, Antoine et le professeur Leonard quittèrent la salle des antiquités, conscients que la route était encore longue. La momie, immobile mais vivante dans son sarcopage, continuait de valer sur eux, testant, guidant et enseignant. Chaque étape franchie les rapprochait de la compréhension ultime, et chaque découverte renforçait le lien entre le passé et le présent. Dans les silents du musée vague de lumière matinale, Antoine réalisa que le véritable secret de la momie n'était pas seulement dans le passé, mais dans la manière dont le savoir ancien pouvait transformer ceux qui le cherchaient avec patience, respect et discernement. La momie était un guide intemporel, et leur quête ne faisait que comencer, promettant encore des révélations et des épreuves qui me traient à l'épreuve leur querie, leur intelligence et leur coeur.
Les jours avaient maintenant pris un rythme presque sacré. Antoinette le professeur Leonard, immerges dans les rituels et les hiéroglyphes, avaient appris a percevoir chaque vibration, chaque murmure, chaque lumière projetée par le sarcophage. La momie n'était plus simplement un objet ancien, ella était devenue un mentor silencieux, un testeur de patience et de sagesse, un gardien qui révélait ses secrets a ceux juges dignes. Antoine avait développé une intuition quasi surnaturelle pour déchiffrer les symboles et ressentir la présence du prêtre. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée devenait une pièce du puzzle qui le rapprochait de la vérité ultime. Une nuit, alors que la salle était plongée dans un silence total, les hiéroglyphes s'illuminèrent avec une intensité inhabituelle. La lumière dorée semblait pelser comme un coeur vivant, et les murmures se transformèrent en une voix claire et résonnante, le temps s'est venu. Comprens ce que tu dois comprendre. Agis avec querillet discernement. Antoine sentit une énergie puissante envahir son corps, comme si la momie transmettait directement sa force et son savoir accumulé à travers les siècles. Le professeur Leonard, a ses côtés, observait, fasciné et légèrement inquiet, conscient que cette manifestation de passait tout ce qu'ils avaient expérimenté jusqu'ici. La voix guida Antoine vers une série de symboles complexes qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Ces hiéroglyphes formaient une séquence rituelle finale, un ultime test qui combinerait tout ce qu'ils avaient appris jusqu'ici, patience, respect, intuition et maîtrise des gestes et des paroles. Antoine comprit que cette étape déterminerait s'il était digne de connaître le secret ultime de la momie. Son cœur battait avec force, mais il se concentra, répétant chaque geste et prononçant chaque mot avec précision. Alors qu'il progressait dans la séquence, les silhouettes d'anciens disciples apparurent dans la lumière dorée, guidant ses mouvements. Le souffle chaud de la momie parcourait la salle, et les symboles brillaient de plus en plus fort à chaque geste correcte. Antoine ressentit une commune intense avec l'esprit du prêtre momifié, il n'était plus un simple observateur, mais un participant actif dans un rituel millénaire, un pont entre le passé et le présent. Puis, soudainement, un silence absolu emplit la pièce. Les murmures cessèrent, les silhouettes disparurent, et la lumière dorée s'intensifia jusqu'à devenir presque aveuglante. Antoine sentit que le moment décisif était arrivé. Il prononça les derniers mots du rituel, reproduïsit les gestes finaux avec une precision parfaite, et ferma les lleus, laissant la momie gaïde ses pensées et son cœur. Une vibration profonde parcourut la salle, et Antoine eut l'impression que le sarcophage lui-même respirait, comme une entité vivante. Puis, dans un éclat soudain de lumière, les hiéroglyphes projetèrent un message final, le savoir est lumière. La patience est clé. Le cœur pour voit la vérité. Antoine comprit instantanément que ces paroles resumaient tout ce que la momie avait enseigné. Le véritable secret n'était pas un artefact, un trésor ou une formule, mais la sagesse. La persévérance et l'humilité nécessaires pour comprendre et respecter le passé. Le professeur Leonard, silencieux, regardait Antoine avec une admiration mêlée de respect. Il réalisa que la momie avait choisi Antoine non seulement pour sa curiosité et son intelligence, mais aussi pour son intégrité et son cœur pur. La transmission du savoir ancien n'était pas un processus mécanique, ella impliquait une connexion morale et spirituelle, une reconnaissance de la responsabilité que chaque découverte implique. Antoine sentit une paix profonde et l'envahir. La quête n'était pas terminée, mais la compréhension fondamentale avait été atteinte. La momie n'était pas un simple vestige historique, ella était un guide, un enseignant et un gardien, transmettant un savoir millénaire a ceux qui n'étaient dignes. Le mystère n'était plus un énigme à résoudre, mais un élecon à intégrer et à respecter. Dans les jours suivants, Antoine et le professeur Leonard continuèrent adaquement leurs découvertes, mais avec une approche différente. Chaque rituel exécuté, chaque hiéroglyphe déchiffré, chaque symbole observé devenait non seulement une donnée scientifique, mais un élecon moral et spirituelle. La momie les avait transformés, ils étaient désormais des gardiens du savoir, responsables de preserver et de transmettre cette sagesse avec respect. Antoine ressentit un lien profond avec la momie, une connexion qui allait bien au-delà du temps et de l'espace. Il comprit que le passé n'était jamais vraiment mort. Il vivait à travers ceux qui avaient le querillet et l'humilité de l'écouter et de le comprendre. La momie n'était pas un simple objet, mais un mentor silencieux, un symbole de la continuité du savoir et de la responsabilité humaine.
Un soir, alors que la lumière du musée se éteignait doucement, Antoine se tint devant le sarcophage une dernière fois. Il sentit la présence du prêtre, reconnaissant et bienveillante, et murmura intérieurement, merci. J. comprens maintenant. Les hiéroglyphes brillèrent faiblement une dernière fois, comme pour qu'enferme sa compréhension et celler leur connexion. Le mystère était résolu, non pas par la révélation d'un trésor matériel, mais par l'acquisition d'un savoir vivant, moral et spirituel. Le professeur Leonard posa sa main sur l'épaule d'Antoine et dit simplement, tu as accompli que peu auraient pu faire. Le prêtre t'a choisi pour ton coheuret ton esprit. Antoine sourit, conscient que la véritable récompense n'était pas la reconnaissance, mais la transformation intérieure qui la vait beque. Dans les semaines suivantes, ils preparèrent un rapport pour le musée, mais la nature de leur expérience resta secrète. Les documents et les observacions científiques étaient réels, mais le lien profond et spirituel avec la momie. Les rituels et les visions restaient un secret entre eux et l'entité ancienne. Antoine savait que certains mystères étaient destinés a rester intimes, car leur révélation au monde extérieur pourrait briser l'équilibre délicat établi par le prêtre. La momie, désormais silencieuse, reposait dans son sarcophage avec dignité. Antoine et le professeur Leonard savaient que l'artefact avait accompli sa mission. Il avait choisi un gardien digne de comprendre et de protéger son savoir. Ils avaient appris que le vrai mystère ne résidait pas dans le passé matériel, mais dans l'aptitude humaine à écouter, respecter et intégrer les leçons du temps. Dans le calme du musée désert, Antoine contempla la momie une dernière fois. Il sentit une gratitude profonde, mêlée d'admiration et de respect. La momie avait ouvert une porte vers un savoir ancien, non pas pour le montrer, mais pour enseigner. Tester et transformer ceux qui étaient prêts. Antoine comprit que cette expérience avait influencé sa viernes pour toujours, que ella avait changé sa perception du temps, de l'histoire et de la responsabilité qui accompagne chaque connaissance acquise. Le mystère de la momie n'était plus un simple énigme à résoudre. Il était devenu un voyage intérieur, un chemin d'apprentissage et de transformation. Antoine savait qu'il porterait désormais cette expérience comme un trésor invisible, un guide moral et spirituel, capable de l'éclairer dans toutes ses décisions futures. La momie, silencieuse et immobile, continuait de valer, mais leur lien, désormais scellé, resterait vivant à travers le temps et l'espace. Alors que le soleil s'élevait sur le musée, Antoine et le professeur Leonard quittèrent la salle pour la dernière fois, conscients que leur viernes avait été transformé à jamais. La momie avait accompli sa mission, et eux, à leur manière, avaient accepté la responsabilité qui accompagnait le savoir ancien. Ils avaient découvert que le véritable mystère ne résidait pas dans ce qui est visible, mais dans la sagesse que Léon porte en soi, dans la patience, et l'humilité et le cœur de chercher la vérité avec un cœur pur. Ainsi se conclut l'aventure du mystère de la momie, una histoire de découverte, de transformation et de respect pour le savoir ancien. Un élecon intemporelle sur la manière dont le passé peut guider le présent, et sur la responsabilité sacrée de ceux qui ont le privilège de connaître ce que peuvent comprendre. La momie, gardienne du temps, avait trouvé son disciple, et le cycle de transmission du savoir continuait, immuable et éternel.